Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour. Nous voici aujourd'hui avec notre nouvelle émission, donc, de Couleur Café, l'émission Résistance interactive et citoyenne en itinérance. Aujourd'hui, on se retrouve à Lyon, chez nos partenaires de Lyon Bondy Blog, avec donc plusieurs de leurs membres, et notamment Eve, leur vice-présidente, qui va nous présenter le lieu et puis l'association. Bonjour Eve. Bonjour. Écoutez, merci déjà de pouvoir nous laisser nous exprimer à travers votre émission. Et le Lyon Bondy Blog, effectivement, c'est un journal citoyen et participatif. Donc notre but, non seulement c'est d'essayer de faire parler les banlieues et d'informer les personnes sur ce qui se passe autrement que dans le centre. Après, bien sûr, il n'y a pas de banlieue sans centre, donc on essaye d'articuler tout ça et la plupart du temps de pouvoir redonner une parole et un pouvoir et une conscience aux personnes des banlieues. Voilà. D'accord. Et vous avez un groupe de personnes qui tournent, vous allez faire des reportages, comment ça, c'est sur papier, c'est sur web? Alors on est effectivement sous un format web, WordPress, où on publie régulièrement. On a la chance d'avoir de très bons services civiques chez nous. Nous aussi, hein. Et sinon on est un noyau dur de certains bénévoles et on a régulièrement des stagiaires. Vu qu'on est un média qui ne se fait pas d'argent, nous avons souvent des stagiaires et c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de profils différents et de faire de très belles rencontres. Ah bah c'est super. Et donc du coup on va présenter les autres membres avant de présenter les nôtres que tout le monde connaît maintenant. On va présenter les autres membres de l'équipe. Il y a Camille avec nous. Salut. Bonjour. Camille. Salut. Et tu fais quoi toi chez LBP? Donc moi je suis en service civique depuis 2 mois au Lyon Bondy Blog. Donc je suis journaliste comme tout à chacun. Ouais. T'es affairé sur un lieu géographique ou un domaine particulier ou non, vous couvrez tout sans exception, on vous appelle, comment ça marche? Chaque personne a un peu son propre profil, je dirais quand même. Ouais. Après ça n'empêche pas, enfin moi vu que je suis nouveau dans le journalisme, je pourrais peut-être parler de mon parcours après. Je découvre, donc on me propose d'aller faire du sport, je vais faire du sport, faire du politique, je vais faire du politique. Pour l'instant, je suis assez mobile. Ouais. Et voilà. Bon bah c'est super. Et donc on va passer à Hugo. Salut Hugo, parce qu'on a le même aussi. Hein. C'est le deuxième Hugo 2 ça. Hein. Bonjour à tous. Bonjour Hugo. Alors tu fais quoi toi chez LBB? Alors donc moi je suis comme Camille en service civique, donc depuis 2 mois également. Contrairement à Camille, moi je suis diplômé en journalisme. Ouais. Merci. Ça n'enlève rien à tes compétences. Ma spécialisation c'était la presse écrite web. Donc on avait le choix, je vais pas rentrer dans les détails, mais on avait le choix entre presse écrite, radio et télé. Moi j'ai fait presse écrite. Ouais, c'est mieux. Après je suis polyvalent. Ouais. Enfin. Et mais là, ici, au sein de l'LBP, est-ce que tu fais les reportages ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de la rédaction ou chacun fait son article? Ah non, on fait les reportages, on va sur place, on écrit, on fait du sonore, on fait de la vidéo. Ah ouais, comme nous, en fait. Comme à Couleur Café, comme les nôtres, d'accord. C'est cool, on va se grossir, on va tous devenir partenaires, on invite même les autres, hein, et les autres associations à venir nous rejoindre, à nous contacter, hein. Je pense au Lyon Bondy Blog, le but c'est vraiment que tout le monde touche à tout, donc tout le monde, enfin, on va tous faire de la vidéo, faire de l'écrit, faire de la radio, et le but c'est que chaque personne qui soit venue dans l'asso ait touché à tout à la fin en repartant et maîtrise un petit peu au moins chaque matériau, je sais pas. Tu parles des services civiques ou éventuellement vous êtes ouvert à vos adhérents? Est-ce qu'il y a des adhérents dans cette association? Est-ce que ce sont des adhérents qui vous apportent des... Non, c'est... Alors il n'y a pas dans le sens adhérents licenciés, il n'y a pas de licence, vous n'avez pas besoin de payer pour revenir. On essaye effectivement de donner cette possibilité à tous les stagiaires et les services civiques, alors sachant que les services civiques vraiment ils vont faire un travail de fond énorme parce qu'ils sont tout le temps là. Donc ça va être vraiment un appui indispensable pour l'association parce que sinon on est tous bénévoles autour. On a tous des boulots à côté ou des études, donc effectivement savoir si on peut ou quand on veut aussi. Hein. Ouais non, on aimerait pouvoir donner ça à tous nos stagiaires, donc d'où l'importance de faire des partenariats par exemple avec vous, le CCC, parce que ça nous permet aussi d'avancer dans nos points faibles et c'est comme nous et vice versa. Ça nous fait tous grandir quoi, donc c'est parfait. Et donc est-ce que vous êtes à la recherche d'autres bénévoles par exemple, ou est-ce que ça couvre assez, vous êtes assez nombreux, vous êtes combien en fait actuellement?
en tout? 4, 5? Ouais, du noyau dur, on doit être 5, 6, et après on a les bénévoles qui sont là, mais c'est vrai que vu que c'est comment dire, on vole un petit peu du temps à chacun, donc on essaie d'avancer comme on peut. C'est vrai que, comme disait Camille, on a chacun nos spécialités. Il y en a qui vont adorer couvrir du politique dans un angle très spécial, et justement dans notre ligne éditoriale, on essaie de trouver la différence entre l'objectivité et le militantisme. Bien sûr. Et on essaie toujours d'être entre les deux, et c'est très délicat parce que on est une équipe plutôt jeune. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont diplômés de journalisme. Moi, j'ai un parcours d'anthropologue. Camille a un parcours d'ingénieur, donc on n'est pas forcément des personnes qui. Mais vous avez des choses à dire quand même. Voilà. Du coup, on apporte. Moi, j'apporte l'angle sciences humaines. Camille va apporter beaucoup plus de spécialités et un angle beaucoup plus chirurgical sur certaines sciences. Et Hugo, il va nous apporter effectivement cette capacité à pouvoir être synthétique. Donc c'est là où l'union fait la force vraiment. Donc oui, on cherche d'autres bénévoles, mais c'est vraiment on vous apprend quelque chose, mais vous pouvez aussi nous apporter quelque chose, quoi. Et est-ce que donc il y aura sur le site, on peut, si des gens par exemple veulent vous interpeller pour mettre en lumière, je sais pas, une action, un peu comme nous, c'est des événements, vous faites spécifiquement sur une banlieue ou non, pas particulièrement, toute l'agglomération lyonnaise? Non, ouais, on fait pas comme le Bondi Paris, eux, ils traitent par aire géographique. Nous, on va traiter par ce qui nous interpelle. Après, pour ceux qui viennent des banlieues, oui, on va cibler sur des choses qu'on sait. On va justement chercher l'info que tout le monde ne peut pas avoir. Ouais, parfois, effectivement, quand il va y avoir des grands retours de personnes politiques, oui, on va forcément faire un article dessus. Mais si on peut parler d'une petite association de mamans qui organise au fin fond de Vaux-en-la-Soie une récolte de vêtements, on a envie d'être là. C'est génial, c'est génial. Et vous êtes tout seul vous avez d'autres partenaires ou pas? Non, mais est-ce qu'il y a d'autres associations? Ah oui, non, bien sûr, on travaille normalement main dans la main, donc avec Radio Pluriel, Rue 89. On essaie un petit peu d'avoir des liens avec Euronews, et on est avec différentes MJC, des associations sportives comme KSO ou du théâtre, IREPSEN. Enfin bon, on essaye de toucher un petit peu partout. Intéressant. Et puis vu qu'on est un journal gratuit, on a souvent besoin de subventions, donc donc on va taper à toutes les portes. Ou même de dons, hein. On peut faire un appel aux dons pour LBB. Il faudrait qu'on le fasse, oui. Ceux qui veulent donner, allez-y, n'hésitez pas. Oui. Ce qui n'a pas été dit également, c'est qu'on va souvent faire des ateliers dans les MJC d'éducation aux médias, où on apprend aux jeunes à écrire un petit article ou réaliser une vidéo. On a fait ça récemment, par exemple. Il y a eu aussi des écritures de fake news aussi pour ça aide à comprendre comment est faite l'info et les rumeurs aussi, par exemple. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Et du coup, on retrouve toutes ces informations bien sûr sur votre site. Oui, sur notre page Facebook aussi, du Lyon Bondi Blog. L'adresse, notre site, c'est donc lyonbondiblog.fr. Il me semble. Et ensuite, on a la page Facebook, Lyon Bondi Blog. Vous avez aussi sur Twitter, et nous n'avons pas encore de compte Instagram, si? Non. Je ne crois pas. Non, il ne me semble pas. Dans les services civiques, là. Voilà. Non, mais Insta, Lyon Bondi Blog, on sait pas encore. Non, pas encore ça, non. Je suis voilà, on va... Alors, on va continuer avec eux. Où est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite coupure musique, peut-être? Vous écoutez quoi en ce moment? On va faire une petite coupe musique. Qu'est-ce que nous propose à écouter? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Quelque chose de très mainstream. J'écoute Glass Animals. Allez, on écoute. On va découvrir. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Bon, on vient d'écouter, je sais plus, Eve est partie, elle nous dira, hein. Glass Animals, voilà. C'est ça. Camille, tu vas nous présenter ta rubrique. Rebonjour. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, donc je viens d'une formation scientifique. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai envie de faire autre chose. Et donc là, je suis en service civique en journalisme. Et donc, à l'intersection de ces deux domaines, on retrouve le journalisme scientifique, qui consiste à s'intéresser à toutes les questions scientifiques qui touchent à la science et à la société en même temps. Et donc, je vais parler au thème non consensuel du glyphosate. Ah, bah ouais. Donc, pour rappel, le glyphosate, c'est une molécule développée, commercialisée et brevetée par l'entreprise dans les années 70. On ne peut pas dire le nom. Mais tout le monde la connaît. Hein. Tout le monde la connaît. Pourquoi elle est controversée?
Déjà parce que c'est l'herbicide le plus utilisé au monde et parce que le Centre international de recherche contre le cancer, qui dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a classé probablement cancérigène en 2015. Probablement, t'es sûr du Probablement cancérigène, sûr et certain. Oui. Absolument sûr et certain. Et il y a des énormes déformations. Moi, je C'est-à-dire que t'es sûr. les journalistes plus scrupuleux, je dirais pas de nom, vont transformer le CIRC classe probablement cancérigène en l'OMS a dit que c'était cancérigène. Tout le monde le fait, c'est complètement faux. Mais on peut le tartiner alors le matin sur ses biscuits. Ah non. Ah bah non. Ah bah si, parce que probablement. Donc, comme vous, de nombreux politiciens, on pense que c'est pas probablement, mais que c'est cancérigène. Vas-y, Sont absolument contre ce glyphosate parce qu'il aurait été classé cancérigène. Donc, mon rappel, c'est probablement cancérigène par le CIRC, Centre international de recherche contre le cancer. J'aimerais bien qu'on fasse un petit vote tous ensemble. Ah oui, Ouais. Donc, on va voter pour interdire ou non le glyphosate aujourd'hui. Vous avez le droit de choisir, est-ce que vous êtes pour, contre, ou vous ne vous prononcez pas pour l'interdiction du glyphosate. Pour sa probable cancérogénicité. Ah Putain, oui, non mais moi je mange bio de toute façon, donc moi glyphosate, c'est glyphosate ou c'est ça? Glyphosate. Ouais, parce que je me trompe tout le temps, moi je dis. Donc, qui est Non, Et les produits bio, ils sont français? Ouais, je fais vachement gaffe, hein, je prends pas le. Mangez des pommes. prononce pour, contre ou ne se prononce pas. Qui est pour l'interdiction du glyphosate? Oui. On a Oui, je sais. 4 personnes. 1, 2, 3, 4, 7 personnes sur. Terre va faire si on laissait faire un peu la terre, si on arrêtait, parce que je pense que, et là c'était le sujet de notre émission de la semaine dernière, en fait, l'écologie c'est un acte citoyen. Est-ce que tu crois pas qu'on essaye surtout de sauver l'humanité et pas la planète? Bien sûr. Ah. Arrêtons de manger pollué, arrêtons de manger des trucs qui nous font des maladies. On lui a pourri sa rubrique à Camille. Non mais il va continuer. Non, mais Bon, merci, on va- Et on rigole. On va revenir du coup. Oui, Camille, sur revenez. quelles sont ces études qui disent que le glyphosate est cancérigène ou pas cancérigène. Donc, la plus grosse étude menée à ce jour, à ma connaissance, c'est une étude menée par le Journal of the National Cancer Institute. Donc, c'est là où c'est un journal où les scientifiques publient et après, ça va être peer review, donc revu par les pairs. Donc, cette étude, elle a été menée, ils ont suivi une cohorte de 55 000 applicateurs de pesticides aux USA. Et parmi ces 55 000 applicateurs, donc ça peut être des agriculteurs ou autres, il me semble, on en a 9 000 qui n'utilisaient pas le glyphosate. Et donc il y a eu un suivi sur une période de 20 ans. Donc là, c'est super intéressant, on a des grosses données, ça a plein de gens, ça veut dire longtemps. On va se dire, est-ce qu'il y a eu plus de cancer pour ceux qui utilisaient le glyphosate comparé aux autres herbicides? C'est pas comparé à quelqu'un qui vit sans pesticides, c'est comparé aux autres. 55 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? L'étude dit qu'il n'y a pas d'association entre l'apparition de tumeurs ou de cancers et l'utilisation du glyphosate. Allô? Bonjour docteur, la noiraude à l'appareil. Personnes qui ont fait des études qui prouvent que le glyphosate est. Il y a eu d'autres. Donc on va notamment- continuer un peu d'accord. de Vas-y, dérouler le continue. truc. Mais qu'est-ce qu'il est bavard. On a une association. Non, parce que Greenpeace, quand même, je suis pas sûr que je sois tout à fait d'accord avec toi, hein, et avec leur, et j'ai quand même plus confiance dans Greenpeace ou Sea Shepherd que n'importe quelle étude faite par des laboratoires sous lobby. Et si on peut comparer par exemple, Olivier, d'après vous, est-ce que le cas du glyphosate est comparable avec le cas de l'amiante Moi, je suis un petit peu, bien sûr que le glyphosate, ça a été une solution qui a été prise dans les années 70 à grande échelle et que à l'époque tout le monde disait bravo puisqu'on pouvait faire de la grande culture et qu'on pouvait nourrir, parce que le but quand même des années 70 et des 30 glorieuses, c'était de nourrir toute la planète. Donc évidemment que c'était parti d'un bon sentiment, mais il y a quand même, là moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, et c'est qu'il y a quand même d'autres études, pour ne citer que le Paraguay. Le Paraguay, il y a des études qui sont terrifiantes concernant la population du Paraguay, où le taux d'autisme, par exemple, pour ne citer que celui-là, a augmenté énormément dans le cas des enfants, et qui sont, oui, en tout cas, qui sont en culture intensive avec cet herbicide de cette entreprise, puisque c'est là-bas où ils ont leur plus grande culture, hein, le Paraguay. Donc ils sont implantés à Paraguay. Donc par exemple, la population du Paraguay est clairement exposée. T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet?
Dans une des études du CIRC qu'ils ont pris en compte, en fait, le CIRC ne fait pas d'études, il regarde les études. Donc la disparition, pardon. Et donc une étude qu'ils ont regardée, c'était sur 50 souris. D'accord. Donc d'un côté on a 50 souris, l'autre on a 10 000 agriculteurs, c'est quand même pas le même. Vous voyez, Assassin. En fait, moi je pense que c'est comme beaucoup de débats actuels en fait. On redéplace le débat. Donc là, par exemple, le débat qu'on a, c'est l'agriculture intensive, bon, mauvais. Est-ce que ça a un impact sur les humains, sur les insectes, sur les animaux ou quoi? Et en fait, du coup, on se concentre uniquement sur le glyphosate parce que ça a été un cas de presse. Le Exactement. problème, c'est là où je rejoins Camille, c'est que effectivement, quand on regarde les études en particulier, mais qui ne se portent exclusivement que sur le glyphosate, j'ai fait mes petites recherches un petit peu hier aussi, du coup, parce que j'avais le sujet en avance. Et ben effectivement, il s'avère que le glyphosate ne paraît pas si dangereux sur le cancer, sur le cancer voilà. en particulier, qui est le cas là où on regarde. Donc après, par exemple, sur tout ce qui peut être les problèmes d'autisme ou de développement neurocérébral ou quoi que ce soit, on n'a toujours pas les informations dessus. Et surtout, je lisais un article hier qui disait le problème, c'est peut-être même pas le glyphosate tout seul, mais ce serait le mélange avec d'autres pesticides, d'autres herbicides qui peuvent là aussi provoquer. C'est ça, faire une espèce de petit cocktail chimique un petit peu formidable qui là pourrait provoquer des cas particuliers dont on n'a pas vraiment conscience et qui sont beaucoup plus compliqués à étudier parce que par exemple, est-ce que avec glyphosate, avec telle proportion d'autres herbicides, telle proportion en plus de produits chimiques consommés, Le glyphosate, c'est une molécule. Oui. C'est ça, c'est une molécule. Oui, c'est une d'herbicide. molécule. Moi, si je dis pas de bêtises, oui, c'est une molécule. C'est la molécule qui agit en fait. Là, il y a d'autres molécules qui font que ça agit plus efficacement, ça rentre mieux dans les cellules. Alors, est-ce que etc. cette molécule se retrouve dans les autres herbicides? Est-ce que par exemple, la molécule glyphosate, elle est dans les autres herbicides autres que celle citée? Donc, il y a plusieurs herbicides, ça va être des marques, donc je vais pas les citer, qui utilisent le glyphosate. Après, du coup, les autres herbicides, il n'y a pas d'herbicide sans glyphosate, il y a d'autres types d'herbicides, bien sûr. Il faudrait pas prendre mes mains pour une bille. En Martinique, ils ont un énorme problème, il me semble, avec un herbicide qu'ils utilisaient, mais qui a été interdit il y a longtemps, mais pour les bananes, notamment. Or, justement, ce pesticide a été interdit il y a au moins 2 dizaines d'années, mais il se retrouve encore dans l'eau, donc dans les nappes phréatiques, dans l'eau de la mer, et notamment dans les poissons, et il provoque, là par contre ça a été prouvé si je ne m'abuse, notamment beaucoup de cancers de la prostate. Allô? Bonjour docteur, la noiraude à l'appareil. Je veux revenir au sujet en fait. Vas-y Camille. Tout le monde dit que le glyphosate est cancérigène et c'est ça que je veux analyser. Moi, c'est pas le glyphosate c'est mal, c'est bien, c'est l'agriculture intensive. Effectivement, le sujet de l'agriculture intensive, c'est au cœur du truc. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est le cas médiatique autour de la cancérogénicité du glyphosate. Et trop, c'est trop. Ça lui fera les pieds, je lui balancerai tout à la sortie de la messe. Mais pendant que j'y serai, je lui présenterai maman. Je suis pas agronome, donc je pourrais pas vous dire. Pourquoi tu parles de Grenoble à chaque fois? Je suis pas agronome. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Ah, agronome. Ah, d'accord, pardon. Grenoble. D'accord, ok. Donc moi, je suis pas agronome, je peux pas vous dire quel type d'agriculture il faut faire. Par contre, je peux analyser ces études et en tout cas, le cas médiatique est particulièrement intéressant parce que si c'est pas le problème de la cancérogénicité, pourquoi on a tous toin autour de ça? Est-ce que c'est pas un problème justement que en soi un problème médiatique que tout le monde en parle? Pour revenir à pourquoi il y a tous toin, c'est parce que le CIRC est classé, parce que ça vient de la firme qui est quand même plutôt diabolique aux yeux de tout un tas de personnes. La crédulité générale autour de ça, je préfère pas m'avancer plus que... Le complot. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai plutôt le sentiment que les gens trouvent tout ça. Il y a personne qui combat le glyphosate. Tout le monde est d'accord, tout le monde va acheter son... On est très peu à se dire, attention, toi tu dis... C'est plutôt l'inverse. En fait, il y a des gens qui alertent en disant, attention, il y a quand même un abus, et moi je crois vraiment qu'il y a un problème, pas spécialement peut-être pour cette marque, mais dans l'agroalimentaire et dans la manière dont on traite effectivement l'agriculture, les animaux, et j'en passe les meilleurs, il y a des solutions, et j'y crois, il y a d'autres solutions alternatives, et je crois qu'on est plutôt pas nombreux en fait dans ce sens-là, et pas le contraire, Camille. C'est marrant que tu aies cette vision-là. Il faut différencier, je pense, les militants seront toujours peu nombreux pour n'importe quel sujet. Ouais. Par contre, je pense que dans l'idéologie générale, pour tout un tas de gens, même les gens qui en consomment, tout le monde se dit les pesticides c'est mal, on se fait empoisonner, cet idéal anti... Ouais, mais ils font rien d'autre. Ils font rien d'autre, mais c'est pas ça. Moi, je demande globalement que leur nourriture est de mauvaise qualité et tout le monde se doute qu'il y a des problèmes.
Donc... Après, moi, je crois pas que ce soit aussi répandu, parce qu'il n'y aurait pas autant de monde dans les grandes surfaces et dans les fast-food à manger, je sais pas. Vas-y, Eve. Si je peux me permettre, après, j'ai envie de me faire l'avocat du diable dans les deux sens. C'est que non seulement, Camille, je pense que tu as raison dans un point. Moi, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que effectivement, beaucoup de gens savent que leur nourriture, on sait de moins en moins d'où vient notre nourriture. Par exemple, moi, je viens d'une famille de paysans. Et mon père me disait, nous, quand on avait soif, on allait au pied de la vache directement. Il y avait pas du tout cette notion-là d'une machine qui est accrochée à une pie d'une vache pendant des heures et qu'elle mange elle-même des confettis d'animaux. Voilà, il y avait pas du tout cette notion-là. Donc pas la vache folle. Voilà, donc si tu veux, moi j'ai grandi dans une ambiance et un rapport à la nourriture et aux animaux qui était totalement différente. C'est vrai que la grande question de notre génération, c'est qu'est-ce qu'on est en train de manger. Mais c'est pas la question de notre génération en fait. Il y a déjà des combats qui ont été faits il y a plus de 70 ans. Déjà toute la bataille contre le bisphénol A, le fait que la plupart du temps, j'ai lu ça dans un livre il y a pas longtemps, effectivement les gens se concentraient sur les tickets de caisse et tout ça parce que qui c'est qui est tout le temps à la caisse, qui va faire les courses ou qui c'est qui est à la caisse, c'est les femmes. Et qui c'est qui fait des bébés, c'est souvent les hommes, ils participent, je dis pas, mais c'est les femmes. Et bonne cinquantaine d'années que beaucoup de produits qu'on ingère sont pointés du doigt et que on attend que effectivement il y ait des bébés qui naissent sans bras dans l'un pour se dire donc de ce côté-là. Mais après là où je fais l'avocat du diable aussi de votre côté, c'est que si, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés. Il y a beaucoup plus de petits supermarchés bio qui ouvrent. Il y a beaucoup plus de choses. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de gens qui font pas forcément partie des classes les plus hautes. Après, on remarque dans les deux sens que ceux qui s'alimentent très bien aussi, donc c'est effectivement les gens qui peuvent, parce qu'effectivement, acheter du bio et tout ça, mais aussi les gens qui ont eu des bonnes habitudes depuis très longtemps. Il y a par exemple beaucoup de jeunes femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques et on voit que la plupart du temps c'est à cause de ce que leur mère ou leur grand-mère ont mangé et que elles développent des syndromes qui pourraient atteindre leur capacité de comme se reproduire. Comme la stérilité, d'où ça vient et voilà. comment ça se produit. Pour moi, le gros problème, c'est comment on est informé. C'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas capable de nous dire ce qu'on mange, ce qu'on boit. Enfin, voilà, par exemple, tout le monde est fan de cette magnifique boisson noire entourée d'une étiquette rouge. Non. Moi, je boycotte, je suis désolé. Beaucoup de gens sont fans. Donc déjà, on sait que c'est très très fort en sucre, mais on ira voir. Le CIRC étant basé à Lyon, ça va peut-être nous donner des pistes. Alors vas-y. Et je vais finir du coup là-dessus. Donc moi, j'ai aucun problème à critiquer l'entreprise. J'ai aucun problème à critiquer le capitalisme, à critiquer l'agriculture industrielle. Par contre, ça me pose un problème que le mouvement écolo et plein de gens en général disent n'importe quoi et sur des sujets. Enfin voilà, il faut faire une petite recherche sur le glyphosate et voir. J'ai préparé un truc assez long au final, donc c'est pour ça. C'est bien, c'est bien. Le fond du truc. Donc pourquoi les gens disent que c'est cancérigène? Le CIRC l'a classé cancérigène. Pourquoi le CIRC l'a classé cancérigène? C'est parce que le CIRC évalue le danger et non le risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le CIRC va réunir toutes les preuves possibles qui montrent que ça pourrait être cancérigène dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un mécanisme cancérigène si ça détruit les cellules ou si en grosse quantité on voit des cancers apparaître. Mais il ne nous dit pas à telle dose c'est dangereux à ingérer. Il dit juste dans l'absolu ça pourrait être dangereux. Est-ce qu'en tant que scientifique tu considères que tout est rempli en fait, toutes les conditions sont remplies pour éventuellement avoir un risque cancérigène? Est-ce que ça ne veut pas dire que ça peut être cancérigène? Toutes les questions, la dose fait le poison en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà toutes les conditions ne sont pas remplies puisque c'est le groupe probablement cancérigène pour le glyphosate. Donc on a des preuves limitées pour l'homme et on a des preuves pour les animaux et limitées pour l'homme, il me semble, dans ce groupe-là. Il y a aussi le groupe cancérigène certain. Donc si vous voulez un exemple, dans le groupe cancérigène certain, on retrouve le gaz moutarde, le plutonium. On retrouve aussi les boissons alcoolisées, l'éthanol, la viande transformée. Donc est-ce que ça veut dire que demain il faut interdire les boissons alcoolisées parce qu'elles sont dans le groupe? Bon, je suis pas pro-alcool, mais... Moi un petit peu, ça dépend ce qu'on boit. Mais... Dans le même groupe que le glyphosate, donc le groupe probablement cancérigène, on retrouve le glyphosate, les ultraviolets, la viande rouge, les boissons chaudes, le métier de coiffeur. Plein de métiers qui sont hyper dangereux et hyper de gens qui sont. Écoutez, madame, ça n'est plus la victime qui vous parle,
Mais l'éducateur, le sociologue, où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Des gens qui sont journalistes au LBB. qui sont en contact avec des voilà, ceux qui enlèvent l'amiante, enfin des tas d'autres, des tas de gens qui effectivement ceux qui sont travaillent dans les mines. Tout ça nous dit finalement c'est que on va mettre l'accent sur le glyphosate parce que c'est la firme. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas nous. Tu peux diaboliser qui tu veux. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Greenpeace, c'est un lobby assez puissant quand même. Alors lobby uniquement privé. Oui, mais uniquement privé. Aucune subvention publique. Et alors tu peux y aller. Moi j'y vais, je suis membre. Hein. Aucune subvention publique. C'est privé. Et justement, ils veulent cette liberté-là pour pouvoir disposer et faire les études les plus libres possibles. Est-ce que tu as vu le film Angry Inuk? Non. Ça pourrait t'intéresser. C'est justement ça parle de entre autres de Greenpeace. En fait, c'est un documentaire qui montre. Qui parle des Inuits au Canada et qui montre en fait la force des Greenpeace, des ONG face à d'autres petits acteurs. Donc en fait, Et trop, c'est trop. il faut absolument faire attention à ça, à nos angles morts, quoi. Et pour moi, le glyphosate, c'est l'exemple ultime du truc. Ça rentre dans notre idéologie. On a toutes des idéologies, tout le monde a une idéologie. Ça rentre dans la nôtre, donc on fonce. Et bah voilà, faut faire gaffe, quoi. C'est bien, bravo, un bon. Bravo en tout cas, ouais, c'était très intéressant. C'était un groupe que j'écoutais au collège qui s'appelle System of a Down. C'est un groupe de métal et étonnamment, même si j'écoutais au collège, j'aime toujours maintenant. Donc vous pouvez aller écouter l'album Still This Album ou l'album System of a Down tout court. Voilà, si vous êtes allergique au métal, c'est pas la peine, mais si vous êtes ouvert, allez checker ça. Mais le collège, il est pas trop loin, Camille. Si? Ouais, ça fait quand même au moins 7-8 ans, quoi. C'est ça, c'est pas très vieux. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Après ce moment musical, donc on va pouvoir écouter Charlotte qui va vous présenter un des derniers partenariats Lyon Bandit Blog Couleur Café Citoyen. Donc je laisse Charlotte continuer. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, on va parler de la première collaboration avec Lyon Bandit Blog sur l'association Rêve, une association donc, qui a pour mission de réaliser des rêves des enfants malades, gravement malades même. Donc nous sommes allés à leur rencontre. C'était le 13 octobre dernier à Lyon, dans le 6e place Maréchal Lyotet, dans le cadre de la journée nationale de rêve. Donc voilà, cette association est faite pour donner une parenthèse aux enfants et adolescents gravement malades dans les hôpitaux, pour leur réaliser un rêve afin de leur donner une parenthèse assez magique. Et vous pouvez me croire, ce sont des rêves qui ne s'oublient pas. C'est genre une association nationale ou juste locale? Ah non, une association nationale. D'accord. Elle est centrée, elle est installée à Villefranche-sur-Saône, mais elle est nationale. C'est une des plus grandes associations qu'on peut contacter nous-mêmes en fait. Ouais, elle a rencontré donc trois membres de l'équipe et des bénévoles, donc je propose de les écouter. Je suis arrivée à l'association Rêve en 2015 lorsque l'association a bénéficié des Lumignons du Cœur par la ville de Lyon. Je suis venue aider l'association une matinée, puis je suis revenue et restée. Voilà. Bonjour Pascal, je suis arrivé pareil en 2015. Comme j'avais un peu de temps et que je voulais trouver une association qui avait du sens, j'ai choisi Rêve parce que les enfants très gravement malades, ça me touchait personnellement. Ils tuent depuis 4 ans et on essaye de faire ce qu'on peut pour ces enfants, quoi. Voilà. Moi, Audrey Paquet, je suis à l'association Rêve depuis 2016 aussi à peu près. Je suis là parce que je suis infirmière et je cherchais aussi à rentrer dans une association pour aider les autres et notamment les enfants, donc cette association me correspondait bien. Nous, les bénévoles, on est principalement chargés de créer des événements, se rapprocher des entreprises, récolter des dons pour la réalisation des rêves. À savoir que l'association a 7 salariés sur Lima, juste à côté de Villefranche, où le siège se trouve. Et dans ces 7 salariés, il y a quelques personnes qui sont chargées de com,
2 personnes chargées de la réalisation de tous les rêves. Nous avons une infirmière aussi et la présidente de l'association qui est cadre de santé. Voilà, les enfants qui peuvent prétendre à un rêve sont très gravement malades, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre de la maladie, le pronostic vital est engagé. Donc c'est les familles qui viennent vers nous. Nous n'allons pas à la rencontre des familles. On se fait connaître et à partir de là, les familles se rapprochent de nous s'ils veulent que leur enfant réalise un rêve. Après, il y a une commission qui se regroupe pour voir si l'enfant rentre dans les critères entre guillemets et puis on lui réalise son rêve. Comme on touche les enfants, c'est vrai que nous, on est assez proche de l'IHEP et de l'HFME. On essaye de créer des événements comme aujourd'hui là. Bon, aujourd'hui c'est la Journée nationale des rêves, hein, vous l'avez bien compris. On essaye de créer un événement national. Le problème qu'on pourrait avoir, c'est la mobilisation des bénévoles, parce qu'il faut du temps, il faut l'énergie et il faut pouvoir effectivement prendre du temps pour les autres. Mais comme le disait Agnella, on espère bien être au marché de Noël effectivement place Carnot, mais aussi de créer d'autres événements et sur lesquels on pourra d'ailleurs communiquer. Mais il y a énormément de petits événements qui peuvent se passer aussi dans les maisons de retraite ou pour diverses occasions, dans les écoles, effectivement, les lycées. Bon voilà, c'est moins spectaculaire qu'aujourd'hui, mais le petit euro qui va arriver va permettre d'alimenter en fait le début d'un rêve pour un enfant. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Donc, nous voilà de retour après l'interview qu'on a pu faire. Donc je vais peut-être citer quelques petits exemples de rêves. Donc nous avons par exemple des rêves sportifs. Certains on peut faire du karting, d'autres de la planche à voile, d'autres des soins en parachute. Par exemple, on a aussi des enfants qui rencontrent leur personnalité favorite. Voilà, lors d'événements ou même de rencontres après un concert ou après un show tel qu'il soit. Certains partent même faire des voyages sur des plateaux télé ou des plateaux de séries. Voilà. Donc il y a vraiment énormément de rêves de réaliser et qui peuvent surtout être encore réalisés avec les enfants. Donc ce sont pas forcément des enfants hospitalisés. Elle précise que c'est les parents qui seraient éventuellement intéressés par ça qui doivent les contacter, si j'ai bien compris, hein. Donc on redonnera les coordonnées sur LBB et sur CCC Média. Donc si les parents voilà, bon après il y a une commission, hein, j'ai compris les critères. Donc oui, voilà, il y a des dons aussi qu'on peut faire sur le site. Faire des dons aussi, bien sûr. Ben voilà, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, ils sont pour citer un ou deux partenaires, leur plus gros partenaire, c'est quand même l'IHEP. Donc faut bien préciser que c'est les hôpitaux de Lyon. Oui, c'est l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique au centre Léon Bérard. Et bien sûr la HFME, l'hôpital. Mère enfant. Mère enfant, très bien. Ok. Bon, voilà, très bien. Femme mère enfant, pardon. Ouais. Voilà, hôpital femme mère enfant. Donc tout ça, situé donc à Bron. Donc là voilà, il faut vraiment aller les demander, faire des dons, les contacter si vous voulez faire vivre le rêve de votre enfant ou de votre adolescent. Et comment s'est passé le reportage avec le LBB? Vous avez travaillé comment au niveau du reportage? Alors au niveau du reportage, avec le LBB, nous sommes partis filmer et donc interviewer. Ce sont les membres du LBB donc du Lyon Bondy Blog, qui a interrogé, qui a fait l'interview, et notre équipe de journalistique de Couleur Café, qui a filmé et fait le montage que nous pouvons retrouver sur les deux sites du Lyon Bondy Blog et de Couleur Café. Citoyen. Super, et c'était intéressant cette collaboration, ça s'est bien passé? Alors, du coup, ça donne un bon reportage. On a fait de belles rencontres, c'était très satisfaisant et très intéressant de travailler avec eux. Donc, je pense que Hugo pourrait le confirmer. Non, mais ça s'est très bien passé, vraiment une très bonne collaboration. Nous avons même, juste pour anticiper, entre guillemets, nous en avons fait une deuxième pas longtemps après, donc c'est vraiment très bien passé. Ouais. Bon, on va continuer, donc. C'est ça, il y en aura d'autres.
Oui, j'espère. Eh ben, on va terminer sur une petite musique pour clôturer ta rubrique, Charlotte. La musique qui me vient en tête, qui pourrait représenter une partie des enfants, mais également des patients qui sont hospitalisés à l'IHOP, donc Institut d'oncologie pédiatrique à Léon Bérard. C'est cancer de Stromae. D'accord. Merci Charlotte. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Eh ben, nous voilà de retour autour de la table. Donc maintenant, on va se tourner vers Hugo avec un H de LBB pour nous dire ce que tu fais, toi. Et je vais vous emmener à Vaux-en-Velin. Ah. Alors, on va parler d'un sujet de société, puisqu'on va parler des enfants qui malheureusement n'ont pas de toit. Il y en a beaucoup, hein. Il n'y en a pas qu'à Vaux-en-Velin, je suppose. Mais... Non, c'est sûr. Mais j'ai choisi Vaux-en-Velin parce que depuis mardi, les enseignants et le personnel du collège Henri Barbus, donc à Vaux-en-Velin, sont mobilisés. Ils occupent l'établissement, à savoir qu'ils permettent à une famille originaire de Martinique de dormir la nuit dans le gymnase du collège. Donc ils leur ouvrent les portes de l'établissement. Donc ils hébergent une famille qui est arrivée à la rentrée de septembre depuis la Martinique. Donc ils ont fait une demande demande prioritaire de logement en préfecture pour un logement HLM. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Aucune réponse pour l'instant. Donc à la fin du système D, ils se sont retrouvés malheureusement à la rue. Et il a fallu que ce soit la petite fille qui parle, puisqu'elles sont, donc c'est une mère et ses 3 filles. A fait remonter, et l'info est remontée ensuite entre enseignants. Donc pour l'instant, comme je disais, ils sont prioritaires, mais ça n'a pas abouti. Et ce qui agace le plus aux professeurs, c'est l'absence de volonté politique, selon eux, des institutions. Le plan Grand Froid a été présenté quelques jours avant, le 20 novembre, donc mardi. On précisera qu'il est en place depuis le 1er novembre. Et surtout, l'établissement Henri Barbus est jouxté par 4 logements de fonction. Il y en a 3 qui sont occupés. Il y en a un qui est vide, mais ce n'est pas à la direction de l'établissement de décider, c'est à la métropole. Donc en fait, cette famille, elle est, tu veux dire, dans le gymnase, c'est ça? Ce sont les professeurs de cette école, du collège Henri Barbus, tu m'arrêtes si qui ont bravé, et donc ils font preuve de solidarité en ouvrant un gymnase, ça, à cette famille-là. Oui. Alors précision, la mère de famille travaille. Pardon, les 2 plus jeunes filles, donc la plus jeune a 3 ans, est scolarisée dans une école maternelle près du collège, à Vaux-en-Velin. La deuxième est en 3e, et la plus âgée n'est avec sa famille que le week-end, puisqu'elle est étudiante dans une autre ville. La famille n'intègre le gymnase que le soir, à la fin des cours, et on repart tôt le matin pour permettre au personnel de préparer les locaux. Une solidarité, puisque les professeurs et le personnel ont fait un roulement pour être là la nuit. C'est cool, hein, c'est vraiment sympa. Et ils n'ont pas bravé d'interdit, puisque la directrice de l'établissement, pour l'instant, ou en tout cas, n'a rien opposé. Donc j'ai une question, est-ce qu'il y a des associations qui s'occupent des personnes comme ça qui arrivent et qui sont sans toit, qui ont été mobilisés, appelés, prévenus? Alors justement, en fait, ces professeurs agissent dans le cadre d'une association qui s'appelle Jamais sans toit. Donc ce n'est pas la première fois dont on entend parler, et surtout, ils sont présents dans d'autres établissements. Donc c'est un collectif de parents d'élèves et de professeurs. Et il y a d'autres écoles primaires qui sont bloquées à Lyon. Donc, si vous voulez, j'ai la liste. Donc, il y avait eu l'école Servet dans le 1er, l'école Dru dans le 7e. Donc là, l'établissement a été libéré au bout d'une journée, puisque les familles ont trouvé une solution d'hébergement. Très bien, grâce à l'association. Grâce à l'action de l'association. Très bien. En revanche, à Saint-Front également, le mouvement à l'école Parmentier a permis à 3 familles dont 6 enfants de trouver également des logements. Donc là aussi, le mouvement a été levé. En revanche, ça bloque à l'école Jean Zay, à Villeurbanne, qui est toujours occupée, et ça depuis plusieurs semaines. Pourtant, à Villeurbanne et à Vaux-en-Velin, il y a vachement de logements.
Non, mais c'est quand même bon, c'est étonnant parce que vraiment beaucoup de Et pourtant la préfecture a bien communiqué comme quoi ils avaient ouvert plus de places que d'habitude sur notamment les hébergements d'urgence, qu'ils avaient fait un gros effort notamment financier. Donc les professeurs ont bien précisé donc pas d'action violente, hein. Il y a pour l'instant, il y a juste des banderoles à la sortie des cours, enfin, devant l'établissement, pardon, et le blocage, lui, continuera, en tout cas l'occupation la nuit, continuera tant que cette famille n'aura pas de solution. D'accord, donc à l'heure actuelle, la maman et ses enfants dorment quand même le soir dans le gymnase. Au gymnase, d'accord. Précision également que cette association a été reçue par la préfecture, et pour l'instant, c'est le statu quo. Il y a rien qui a bougé. Il n'y a que donc Jamais sans toi qui est sur le dossier. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui aident aussi pour tout le reste, c'est-à-dire pour que les enfants puissent s'habiller, pour que les enfants puissent se nourrir, que cette famille puisse avoir aussi des conditions décentes en plus d'assistance? Alors, pour ce qui est de la nourriture, les professeurs nous ont précisé qu'il n'y avait pas de cantine dans l'établissement. En revanche, le personnel également est mobilisé. Donc, ça veut dire qu'il aide. Et il y a une solidarité également. D'accord, une solidarité citoyenne, donc pas... Non, il y a une solidarité citoyenne pour l'instant. Et on va préciser que pour l'instant, les professeurs n'ont pas souhaité communiquer auprès de leurs élèves. Pour l'instant, les élèves ne sont pas au courant de la situation. Ouais, c'est pour préserver peut-être la dignité, en tout cas. Le professeur me parlait parce que c'est pas le premier cas malheureusement qui apparaît. Je voulais conclure en citant la chanson que je voulais vous faire passer après. Oui. Je sais pas si vous allez reconnaître. On ne devrait encore imprimer le rêve de l'égalité. On ne devra jamais supprimer celui de la fraternité. Noir Désir, un jour en France. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Voilà, mon temps de parole est terminé. Je vais maintenant passer la parole à Clémentine, qui s'est rendue à un rassemblement contre les LGBT-phobies. Yes, sir. Oui, du coup, c'était le samedi 10 novembre, place des terreaux. Et du coup, c'est SOS Homophobie et le centre LGBTI Lyon qui avait organisé le rassemblement. Parce qu'en fait, il y en a eu un peu... donc, ça a commencé à Lyon. Ça a commencé à Paris. Et en fait, toutes les villes de France, enfin, la plupart ont suivi et ont fait un rassemblement dans chaque ville. Rassemblement donc contre les LGBT-phobies, c'est parce que depuis le début de l'année, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup plus de témoignages d'agressions homophobie, enfin LGBT-phobie. Pas facile à prononcer. Et oui, notamment sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de gens qui ont témoigné et qui ont montré même des photos, enfin voilà, de gens qui se sont fait agresser physiquement. À Paris, même à Lyon, enfin des couples lesbiens, des couples gays, des hommes tout seuls, enfin bon. D'ailleurs, pour le petit témoignage, nous on était parti faire notre petite interview, notre petit reportage tranquillement, donc on commence à interviewer une ou deux personnes, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui du coup passent derrière nous alors qu'on était en train de filmer. Donc on leur dit, écoutez, sortez de la caméra, on essaie de faire notre petit reportage, nous on fait juste notre travail ou quoi que ce soit. Première réflexion qu'on se prend, mais pourquoi est-ce que vous aidez les autres connards de la Gay Pride là? Ouais. On reste stoïque quoi, parce que on se dit quand même, on vient juste faire notre boulot, on vient faire un petit reportage et boum, réflexion homophobe dès le départ. C'est vrai que l'homophobie dure depuis très longtemps, hein. Ils ont le droit de se marier que depuis peu de temps quand même, hein. Vas-y, donc continue. Et du coup, on a pu rencontrer du coup Clément Nila, qui est un co-délégué de SOS Homophobie, qui nous a parlé un peu plus des revendications qui étaient portées par le rassemblement, notamment à ce moment-là. Et évidemment, il voudrait une campagne de sensibilisation nationale du coup sur la LGBT-phobie. Donc rappeler, qu'est-ce que c'est à tout le monde et que c'est un délit, que c'est puni quoi par la loi. Et ils aimeraient aussi surtout que les gens soient formés, notamment tous ceux qui peuvent accueillir les victimes. Donc que ce soit les gendarmes, les magistrats, les policiers, soient formés en fait à accueillir les victimes et pas les juger. Parce que souvent il y a que 8% du coup des gens qui subissent ce genre d'agression qui vont porter plainte. Oui, parce qu'ils ont peur d'être jugés ou d'être encore victimes d'homophobie par les institutions différentes. Ouais, c'est ça. Bah ouais.
Et de pas les prendre. Il y a quelques témoignages, de toute façon, qui disaient que c'était pas nécessaire de porter plainte pour ça, ou qui jugeaient pas nécessaire, enfin, ce genre de choses. Et oui, parce que des petits rappels aussi. Mais on va l'entendre, du coup, Clément Nilla, juste après. Mais il y a près de 6 personnes LGBT sur 10 qui adaptent leur comportement pour éviter les injures ou les agressions. Et il y a une personne LGBT sur 2 qui a déjà fait l'objet d'insultes et d'injures homophobes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien, en fait. Et ils en ont marre, en fait, vraiment. Et ils aimeraient qu'il y ait des actions qui soient prises par le gouvernement. Donc on va écouter Clément Nilla qui va nous parler de tout ça aussi. Allez. Je suis Clément Nilla, je suis co-délégué de SOS Homophobie, la délégation lyonnaise donc, de l'association. L'association SOS Homophobie est en fait une association qui est basée à Paris mais qui possède 20 délégations en France. Nos 3 grandes missions sont la prévention. On intervient pour lutter contre les LGBT-phobies en milieu scolaire ou dans différents types d'événements. Le militantisme pour que les personnes LGBT puissent acquérir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Et enfin, la dernière de nos missions, c'est l'aide aux victimes. Alors aujourd'hui, on fait un rassemblement parce qu'en fait, depuis, on va dire le début de l'année, et plus particulièrement depuis le mois de septembre, il y a de plus en plus de victimes qui témoignent dans les médias, sur les réseaux sociaux, et on observe une hausse des dépôts de plaintes de 15% depuis le début de l'année pour tout ce qui est acte LGBT-phobe. Aujourd'hui en France, il y a une agression LGBT-phobe tous les 3 jours. Donc c'est énorme. On veut vraiment mobiliser les pouvoirs publics pour qu'il y ait des vraies actions concrètes qui soient prises, notamment pour que déjà la loi soit appliquée. Parce qu'il y a des lois qui existent, mais malheureusement aujourd'hui trop souvent, les agresseurs ne sont pas toujours condamnés. On voudrait aussi également faciliter le dépôt de plainte. Il faut savoir qu'il y a seulement 8% des victimes qui portent plainte aujourd'hui pour différentes raisons, la difficulté d'avoir accès au commissariat, la peur aussi d'aller témoigner dans des conditions des fois d'accueil qui ne sont pas toujours adaptées aux victimes. Et notre association, elle est aussi beaucoup tournée vers la prévention. Nous, on pense que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui marche. Donc on voudrait que tous les personnels des commissariats, les magistrats, les professeurs soient vraiment formés dès leurs études en fait et que ce soit obligatoire pour qu'on leur explique ce que c'est que l'homosexualité, ce que c'est que les notions de genre, d'identité de genre. Voilà, c'est vraiment important pour nous que les personnels en contact avec des élèves, en contact avec des victimes potentielles, soient au courant pour qu'ils sachent mieux réagir aussi quand ils observent des cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voudrait une grande campagne de sensibilisation aussi nationale pour vraiment sensibiliser le grand public. Et on voit que c'est des choses qui marchent parce que nous, notre expérience nous fait dire, depuis le début des années 90, on voit aussi une évolution dans les collèges, dans les lycées. Alors oui, la société culturellement a évolué, mais on pense aussi qu'intervenir, expliquer, aide à prévenir les LGBT-phobies. Du coup, on vient d'entendre Clément Nilla, qui fait partie de SOS Homophobie, et du coup, ils sont assez inquiets aussi, notamment suite le gouvernement qui voudrait mettre la PMA ouverte aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. Et ils ont peur que ça fasse un peu aussi comme le mariage pour tous en 2013-2014 et qu'il y ait de plus en plus d'agressions LGBT parce que du coup en 2013-2014 ça avait augmenté, ça avait 3 fois plus de témoignages d'agressions homophobes. Oui, c'est sûr que dès qu'il y a une nouvelle mesure, de toute façon, les Français ont un petit peu de mal. Alors, ça dépend lesquels, hein, mais il y en a, ils ont raison d'aller gueuler. Mais c'est vrai que quand que c'était le Pax ou du coup, le mariage pour tous ou maintenant la PMA, c'est sûr que c'est toujours les mêmes névroses qui remontent, et les mêmes combats. Bon, super. Ouais, et est-ce qu'ils ont un site, du coup, ils ont... Oui, sur le site de SOS Homophobie. Après, ils ont aussi des pages Facebook, mais c'est vrai qu'ils ils font beaucoup aussi d'aide aux victimes. Donc, il y a un numéro qu'on peut appeler 24h/24 pour parler avec quelqu'un. On peut aller aussi témoigner de nos agressions là-bas sur leur site. Et ils essayent aussi d'éduquer au maximum, quoi, pour que ça change les esprits, enfin, que les gens changent leur avis, quoi. C'est vrai que c'est par l'éducation que ça a marché, la prévention, l'éducation, mais je crois qu'il faut repartir depuis le début.
Il parlait notamment de la formation des professeurs, qui était importante pour eux parce que c'est des sujets qui peuvent être abordés en classe. On a des cours d'éducation civique et citoyenne et c'est un sujet qui pourrait être abordé à l'occasion de ces cours-là. L'égalité face au droit, qu'importe notre orientation sexuelle. Pour moi, c'est un sujet qui peut être discuté parce qu'en fait, si on aborde un peu notre dogme républicain français, il y a cette idée que face au droit, nous sommes censés être tous égaux. Et on peut aborder ça du coup d'une manière, même si, imaginons, j'étais responsable au gouvernement ou quoi que ce soit, président Guillaume 2020, mais je me dirais en fait, dans mon cours d'éducation républicaine, dans tous les cas, ça me dérangerait pas qu'on réaborde l'égalité des droits et qu'on en profite par exemple pour aborder la question de l'homosexualité ou quoi que ce soit. Sans parler de mais sexe, en priorisant, c'est ça, surtout en priorisant l'égalité des droits face à la République et à la justice, quoi. Quoi pour suivre sur ce que tu dis, moi je trouve que effectivement ça passe par l'éducation et surtout par la remise en question du contexte. C'est que l'écriture des droits de l'homme, ça parlait ni des femmes ni des gens qui étaient encore effectivement considérés comme des esclaves. Et peut-être parce que ça parlait de l'homme avec un grand H, de l'humanité peut-être. Ouais, il est bien. Enfin, en tout cas, on voit un monde qui n'est que d'un côté, qui est que abordé d'un côté. Et rien que les manifs de la famille pour tous ou des théories du genre qui sont là à mettre du rose pour les garçons, pour les filles et du bleu pour les garçons, c'est toute une histoire effectivement d'éducation et de contexte. Donc c'est pas non seulement informer les enfants sur l'égalité des droits, mais genre quand est-ce qu'on a été fait ces droits, dans quel contexte, et savoir les remettre en question. Ce qui est aussi l'idée profonde de la résistance, n'est-ce pas? C'est connaître le système et ensuite résister de l'intérieur. D'ailleurs, en Norvège, ils sont très forts là-dessus. Connais ton ennemi pour mieux le combattre. Ah bah Tout à fait. En Norvège, ils sont très avancés sur le genre, le non-genre pour le coup. Les pays du Nord, et il y a longtemps dans les écoles, on ne parle plus de l'heure des mamans, mais l'heure des parents. On n'a plus les mêmes, on a mélangé les jouets. Enfin, il y a des vraies études, notamment vraiment très intéressantes sur le genre. Et je vous invite à même lire et écouter ce que dit Patricia Mercader, qui est psychologue renommé et qui a fait beaucoup d'essais à ce propos-là. Et voilà, mais on est très en retard en France. Hein. On est très en retard et très très réfractaire. Parce qu'on est très en retard aussi sur le droit, l'égalité des salaires hommes-femmes, parce que voilà, c'est un ensemble quoi. Ça marche de la main dans la main. On peut pas vouloir faire une avancée incroyable dans le droit d'un si on fait pas une avancée incroyable dans le droit de tous. Bravo, exactement, et c'est là où peut-être que si toutes ces communautés, toutes seules, les unes à côté des autres, se mettaient ensemble au lieu de rester à côté, peut-être que l'action serait beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ah on se met tous ensemble pour avoir une action plus efficace. Du coup, on va s'écouter un petit Bowie. Le revoilou. On va s'écouter Heroes. Yes. You can't be here. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Après Bowie, on va passer à Hugo Sans H, qui va nous présenter un micro-citoyen. Et apparemment, ça parle d'actualité des Gilets jaunes. Ah oui, là, on touche un sujet très sensible, donc les Gilets jaunes. Si vous n'êtes pas dans une grotte... Vous l'avez touché j'ai touché aucun gilet jaune pour l'instant. T'en as pas encore mis sur les radars? Ça fleurit sur les radars. Continuez, c'est une bonne idée. Jaune, moi je trouve ça très beau dans ce mouvement quand même, parce qu'on critique beaucoup, mais c'est quand même un mouvement apolitique qui n'appartient à aucun syndicat et aucune organisation. Et moi je trouve ça bien parce que du coup le mouvement Gilets jaunes continue, à Lyon aussi d'ailleurs, il continue du coup samedi, il y a un rassemblement à Bellecour à 9h, et il y a aussi à Villefranche l'opération blocage au péage de Lima de 7h à 19h. Reste à savoir s'il s'agisse d'ouvrir les barrières de l'autoroute pour que les citoyens puissent librement circuler gratuitement, ou si c'est pour bloquer la route pour que les citoyens ne puissent pas circuler. Alors apparemment, il me semble que j'ai vu sur les réseaux qu'ils étaient partis pour changer leur fusil d'épaule, les Gilets jaunes, et de plus bloquer les gens, mais plutôt... vous me direz si je me trompe, mais plutôt les accès stratégiques, les institutions. D'ailleurs, il y a des endroits où ils ont muré des centres de finances publiques, par exemple, des choses comme ça. Alors, est-ce que tu as des infos sur ça? Est-ce que c'est toujours dans cette email, ou est-ce qu'ils montent tous à Paris, parce qu'on est censé aller à Paris aussi là? Ils avaient fait des actions. Je sais qu'ils ont prévu de bloquer les raffineries et les ports, ce qui paraît être une bonne idée, et puis c'est là où passe l'économie. De toute façon. Les ports PORC.
Non, je rigole. Tout est bon dans le chanvre. Bloquez les ports, bloquez les ports. Et je propose qu'avant de débattre plus que ça, nous écoutons ce que nos citoyens en pensent dans le micro-citoyen. T'es allé où? T'es allé où pour... Eh ben, on est allé à Bellecour, comme le rassemblement qu'il y a demain. Voilà. Ah, génial. Et c'est le 19 novembre que l'équipe journalistique est allée à la rencontre des citoyens à la place Bellecour pour aller leur demander leur avis sur les sujets d'actualité, sur le mouvement des Gilets jaunes. Retrouvons ça tout de suite dans le micro-citoyen sur les Gilets jaunes. Bonjour, je m'appelle Alice. Florent, donc, moi j'habite à Lyon et actuellement en recherche d'emploi sur Lyon. Moi je suis de passage à Lyon, là, Daniel, voilà, donc je vais à la bibliothèque pour regarder les bouquins, voilà. Je pense que c'est un mouvement qui est nécessaire actuellement, mais moi ce qui me dérange dans ce mouvement c'est l'idée d'aller bloquer des routes avec les voitures. Je sais que moi je viens de Saint-Etienne et à Saint-Etienne j'ai vu plein de photos de gens avec des 4x4 sur la route, des super gros 4x4 et ils viennent contester contre le prix de l'essence qui monte. Et en même temps, il y a aussi les thématiques climatiques en ce moment qui sont hyper importantes et je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas en accord avec ça aussi. Voilà, ce que je pense c'est que c'est assez ridicule tout ça et que les gens qui ont décidé de vivre dans le périurbain et de ne pas se passer de voiture sont coincés aujourd'hui. Moi j'ai fait l'expérience de la campagne, j'ai mis 2 ans et je suis rentré en ville parce que justement c'est des frais, c'est des complications et qu'en fait il faut s'adapter à de nouveaux modes de vie. Donc je comprends qu'ils ont des problèmes, mais moi je reste locataire, je suis contre la notion de propriété. Quand je peux me passer de voiture, je me passe de voiture. Voilà, donc je pense que c'est à chacun de s'adapter à la société d'aujourd'hui et de demain et de faire des efforts. Un mouvement assez général pour le coup en France. Après, les raisons, je les trouve un peu limites, qui sont purement économiques pour l'essence. Alors je pense qu'il y a plein d'autres bonnes raisons d'être allé plus tôt dans la rue. Maintenant, c'est toujours mieux que rien. Et après, la manière dont ça a été fait, dont ça fonctionne, il y a du bon comme du mauvais, comme dans tout mouvement d'une telle ampleur. Qu'à voir un peu la suite que ça va donner. À faire les manifestations qui dépassent largement l'objectif, parce qu'on sent que c'est aussi politique quelque part. Comme il n'y a plus de reprise en main par les partis traditionnels et les syndicats, on a un mouvement qui est complètement généré par les réseaux sociaux, finalement. C'est-à-dire un mouvement qui est dans l'impulsion, dans l'émotionnel, et non pas dans la réflexion et l'analyse. Vous avez l'air en pleine forme, là. Gai, entreprenant, dynamique. Et voilà, donc c'était le micro-citoyen sur les Gilets jaunes, donc des citoyens avec... des opinions bien arrêtées. Oui, pour certains, bien des fois un peu contraires. Au moins, personne n'est dans le même camp, j'ai l'impression. Dans ce... Plutôt contre, je dirais, quand même. Moi je parle jamais. Ouais, après, il y a un petit peu de tout. À peu près, voilà, ils comprennent pas très bien non plus la démarche. Le fait, parce qu'ils sont plus écolos, je pense que. C'est une étiquette, enfin, en tout cas, c'est un signe de reconnaissance basique qui alerte du danger. Le gilet jaune, c'est quand on est en danger. Donc sa symbolique, moi je la trouve très intéressante et je trouve que pour une fois, effectivement, que se fédère derrière ce mouvement pour les raisons, peu importe quelles sont les motivations de chacun. Il y en a c'est pour le prix de l'essence, il y en a c'est pour l'écologie, il y en a peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que enfin le peuple de France, en tout cas une grande partie, se mobilise pour d'autres raisons que la Coupe du Monde, où non, voilà, et donc c'est sûr que c'est décousu, c'est sûr que c'est surprenant, c'est justement dirigé et repris par personne. C'est quand même un mouvement qui se veut et qui refuse tous les appels, parce qu'il y a des appels d'écouter il y a Mélenchon qui a fait du pied, il y a Le Pen qui a fait du pied, il y a les indignés anonymes, tout un tas de mouvements quand vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est repris par Resist.com, par tout ce que tu veux, donc de toutes les couleurs, et peu importe, mais il y a quand même un ras-le-bol général. Si M. Brimeux était un homme de cœur, il ne serait pas président directeur général. Évidemment. Qui a sorti ça?
L'inconscient collectif. La conscience collective, comme le disait Gaïa, c'est un beau message. De toute façon, le fait d'être en danger, c'est reconnaissable au milieu de la route. Donc, franchement, c'est dans les voitures. Ouais. Ouais, tout le aussi. monde en a un dans sa voiture, et vu que c'était surtout à la base, c'était surtout aussi pour l'essence au pour départ. l'essence à la base. Donc. Yes, sir. Je crois que c'est le ras-le-bol, c'est le fait que ça encore, même si effectivement c'est parti du prix de l'essence, mais quand même, ça a débordé sur d'autres problématiques. Moi je parle jamais. Pas farmer le sujet plus que ça. Donc les gilets jaunes, moi je suis pas contre le mouvement a priori. Après, je me méfie de toute forme de dire non, pas de révolution. Je me méfie de toute forme de façon de parler, de dire le peuple, c'est ce mouvement, c'est le peuple. Il faudrait définir ce que c'est que le peuple et aussi le côté spontané. Est-ce que vraiment c'est forcément à chercher, c'est-à-dire est-ce que être désorganisé, être non organisé, c'est vraiment une chose positive? Et est-ce que ça veut dire que ça représente le peuple? Et donc, je suis sceptique. Je connais pas les personnes qui sont dans le mouvement, mais voilà, je me pose ce genre de questions. Et qui aurait organisé la Révolution française ou mai 68 par exemple? Il y a un moment, est-ce que c'est toujours d'une poignée d'hommes? Il peut pas avoir malheureusement le peuple en lui-même, il a besoin, c'est en majorité des moutons. On nous dit, on regarde la télé, voilà, on fait, c'est très bien, on suit la dernière mode, on va tous aujourd'hui au Black Friday, voilà. Donc évidemment qu'il y a non, moi je crois que la résistance, elle part d'un petit bout et qu'après ça s'agglomère. Évidemment, j'ai un mouvement populaire qui sort de nulle part, qui s'organise avec la conscience collective un peu qui est au-dessus de tout. À mon avis, ça cache l'organisation qui existe derrière. Ouais, mais regarde, en fait, si elle est pas assumée, ça me pose un petit problème. Excuse-moi un peu de te couper, Camille, tu vois, mais par exemple, imaginons, le peuple se reconnaît dans le mouvement des Gilets jaunes, met en place une espèce de révolution, on renverse le gouvernement. Est-ce que tu crois vraiment que c'est le micro-mouvement organisateur à la base qui va s'attirer les bénéfices de ce mouvement, ou toutes les autres personnes qui vont y avoir participé? Si le mouvement, à ce moment-là, est décrit comme étant un mouvement, justement, un peu d'inconscient collectif et appartenant au peuple, en fait, le résultat appartiendra au peuple, même si c'est un petit con d'organisateur à la base. Ça dépend qui va se greffer. Si demain, je sais pas, il y avait une nuit debout par exemple. Nuit debout, si ça avait fait une révolution et on aurait dit c'est le peuple qui a fait une nuit debout. A priori, c'était pas représentatif forcément. Enfin, on peut pas avoir un mouvement 100% représentatif. Mais dans tous les cas, en fait, il y aura jamais rien de 100% représentatif, représentatif, il y aura jamais rien qui sera vraiment dans le peuple, il y aura jamais rien qui n'appartiendra vraiment à un mouvement. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait, et du coup, actuellement, je pense que t'essaies de juger un mouvement par rapport à un ensemble de facteurs qui sont pas, sont pas les bons. Je dis juste que je me méfie du principe de dire nous sommes le peuple. Car ça veut je rien dire en fait. Tout à fait, je comprends tout à fait. Ça veut pas dire grand chose et c'est impossible à vérifier quoi. Oui, ça veut tout dire et rien dire à la fois, c'est-à-dire que dans le peuple t'as de tout. Donc effectivement, c'est de savoir discerner à qui tu parles, si c'est les gentils ou les méchants, ou si c'est ceux qui suivent ou ceux qui débutent la route. Mais je comprends. Après, là, je te rejoins Guillaume en disant effectivement si c'est quelque chose où les gens font exprès de cacher la racine, effectivement, si le peuple vainc, du verbe vaincre, si le peuple vainc, et ben ça permet la rétribution au peuple et pas la rétribution à un groupe, parce qu'après ça évite aussi, si jamais donc un groupe gagne, que justement beaucoup de suiveurs mettent ce genre de groupement sur un piédestal et qu'on n'entende qu'un piédestal. C'est que on a un problème aussi en France, c'est que où effectivement on a fait une révolution, tout ça, on n'a plus de roi, mais on a un système de gouvernement qui est toujours le même, où tu mets quelqu'un au haut de la pyramide et puis après t'attends que ça déferle. Quoi que tu dises d'ailleurs. Quoi que tu dises, voilà. Donc après, oui, justement, on va revenir au pays du Nord où parfois, ils font des conciliabules tous les 6 mois avec des citoyens et ils ont un gouvernement qui est totalement, qui est autrement. Chez nous, le président de la République, c'est le décideur. En Angleterre, t'as une reine et un premier ministre. Dans d'autres endroits, t'as plusieurs conseillers. Donc effectivement, quand on entend nous le peuple, tu sais pas si t'as affaire, ceux qui ont voté, ceux peut-être qui votent pas. Ça, c'est une question de sociaux, non? Une partie du peuple est descendue à la rue, on n'est pas tous d'accord, et qui plus est, heureusement parce qu'on est encore en démocratie, si je ne m'abuse. Oui. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'on compliqué aussi avec l'attribution du mouvement. Est-ce que le mouvement il est de gauche, est-ce que le mouvement il est de droite, le mouvement il est pluriel? L'application du traité 3 européen
Est-ce que c'est pas l'occasion, pour une fois, que justement, alors le peuple, je sais pas comment, effectivement, vous avez raison, c'est compliqué de te le définir, mais du coup, est-ce que les citoyens, on va dire ça comme ça, qui font abstraction de leur couleur politique, descendent dans la rue avec un gilet jaune, justement? C'est parce qu'il est apolitique, je pense qu'il est aussi grand, parce que justement, il y a plein de gens qui se seraient dit, c'est Mélenchon, j'aime pas, là. Ils seraient pas allés. Là, il y a personne ne peut se dire ça. Et personne ne peut se l'approprier. Personne ne peut se l'approprier. Donc c'est pas une question de qui on suit, mais qu'est-ce qu'on pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose. La question, c'est encore plus idée parce qu'on a quand même l'impression, par moment, que c'est un fourre-tout. Je suis en voûte et je dors plus. Toutes les nuits, je te vois passer au plafond. Vous devez confondre, monsieur, ce n'est sûrement pas moi. Oui, mais c'est justement peut-être le fait que ce soit un fourre-tout qui fait qu'on a enfin un mouvement qui représente plus le peuple que d'autres mouvements. Parce que le peuple est fourre-tout. Ah, oui, est-ce que c'est l'occasion, de pas donner le pouvoir au peuple? Avec toute sa, à la base, je suis anti les gilets jaunes, mais je rejoins Gagna parfaitement, en fait. Avec toute sa diversité. Il y a quand même un défaut à ça, je dirais, c'est que, moi, c'est ce qu'on m'a souvent dit, c'est ce que je pense, c'est que le défaut, c'est qu'une foule, c'est con. Oui, mais c'est le propre d'une foule aussi. Oui, c'est ça. Tu as besoin si tu veux faire changer les choses. Oui, bien sûr. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est qu'est-ce qu'on revendique. Je sais que les gilets jaunes revendiquent le référendum. Ça c'est bien, mais après une fois, si jamais mais pourquoi ils revendiquent le référendum? Il existe. Non, on a eu un référendum tous les 5 ans. Que ce soit là, tu rigoles. Le fait que le peuple, en tout cas, essaie de se présenter, c'est le fait que, pour une fois, on peut arriver à un niveau de langage qui concerne tout le monde. Parce que souvent, en politique, et ce qui est reproché aux politiciens, c'est qu'il y a un niveau de langage qui n'est pas perçu par les autres, où les autres ne peuvent pas s'accrocher. C'est-à-dire que, directement, tu vas tomber dans quelque chose, pas de politique, mais de politicien. Donc, effectivement, c'est pour ça que le peuple, aussi, préfère ne pas avoir peut-être de porte-parole, on ne sait pas encore, puisque on est dans des balbutiements des gilets jaunes. Mais c'est là où c'est intéressant de... Bon, à quoi on a réfléchi tous ensemble et comment est-ce qu'on peut s'exprimer tous ensemble? Non seulement, donc c'est effectivement de la contestation, donc c'est pas nouveau d'un niveau d'un français qui est très râleur, mais ce qui est nouveau, c'est que de ne pas mettre un visage dessus, en fait, et de dire, voilà, nous on veut non seulement dénoncer ce qui se passe, mais nous dire que le système de la Ve République ne nous va pas. C'est ce qui est nouveau et d'ailleurs ça déstabilise, je pense, beaucoup les gens. Même les gens ne savent pas s'ils doivent se rattacher ou pas. Voilà. Le problème, c'est que encore une fois, on dit 6ème République, mais on met quoi dedans? Tu le fermes toi-même le débat, parce qu'en fait ce débat-là n'a pas à être ouvert maintenant. Pour l'instant, le débat qu'il y a à avoir, c'est comment est-ce qu'on crée ensemble. On est en train de créer ensemble, au travers d'un mouvement. On est en train de proposer des idées, de le construire petit à petit. Tu vois? Et si a besoin, on ouvre les autres questions. Alors moi, je trouve que le jaune me va pas très bien. Mais c'est la couleur du soleil, Maryse, ça empêche l'arthrose. Oui, j'aime beaucoup. Le jaune, c'est moche, ça va avec rien, mais ça sauve des vies. C'est cela même. Ah mais du coup, je vous propose de conclure là-dessus. Juste pour dire quand même que chez nos voisins allemands et belges, il y a aussi des gilets jaunes. Ça commence à pulluler. Ah bon? Ouais, il y a eu des mouvements. C'est qui c'est quoi la marque? C'est des mouvements. Gilets jaunes. C'est qui le lobby derrière les gilets jaunes? Il y a un lobby qui grossit en ce moment, c'est celui des gilets jaunes, c'est clair. Bientôt à la Commission européenne, c'est ça, le lobby des gilets jaunes. Ça tombe bien, on verra. Il me semble qu'il y a la COP24 dans pas très longtemps. L'écologie, ça va se passer en Pologne, à Katowice. Il me semble avoir lu l'autre jour que Katowice, c'est en plein milieu du bassin minier. C'est des grosses mines de charbon. Vous êtes en vacances? Non, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets. Et, des gilets jaunes, voir s'ils auront... S'ils vont passer la barrière, s'ils vont passer la frontière polonaise? Non, que l'écologie est échappée. Ça ne me pose aucun problème. J'ai pas envie de choper un cancer demain. Honnêtement. À cause de l'air qu'on respire. Mais c'est pas cancéreux, il nous a dit le glyphosate tout à l'heure. Allô? Bonjour docteur. La noiraude à l'appareil. Pas en Pologne, je crois que c'est proche de Tchernobyl. Hein. Il ne faut pas s'approcher trop près. Bah si, ça avait fait beau maintenant à Tchernobyl.
Donc, écoute, tu veux terminer peut-être ta rubrique, Hugo? Sur ce, moi j'ai bien envie de vous laisser en conseillant d'aller écouter les Salles Majestés. C'est quoi ça? C'est du punk. D'accord, on aura fait tout aujourd'hui, hein, métal, punk, putain, vous êtes en forme. Et moi je me dis que ça va bien avec le mouvement des Gilets jaunes. Après On a passé de la musique énervée aujourd'hui, de Noir Désir à System of a Down. Ouais, moi je m'en fous, j'ai ma chanson à la fin. C'est Bachung, encore. Bon, allez, vas-y, on écoute. Alain, tu nous mens. Non. T'es sûr que t'es pas sourdingue, chouchounet? Et de retour après les Salles Majestés, pour terminer notre émission, on va vous dire au revoir. Ouais, c'est vrai que c'est toi qui vas conclure. Parce que clôture, ça marchera pas. Oh, clôture. Si c'est beau, c'est une fin clôturée. C'est comme le demi-spa. Moi, je vais vous dire au revoir. Et puis, donc, rappeler tous les liens. Donc, ce soir, on était au Lyon Bondy Blog avec donc nos partenaires et amis. Et du coup, avec lesquels on va continuer à avoir des débats. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Hein, c'est de la presse web. Ça. Tout à fait. Ah, super. Vous avez été super. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, en tout cas dans votre joli local. Et puis, en ce qui me concerne, je vais vous dire à très bientôt et je laisse la parole à mes concitoyens. Ciao. Ciao. Bisous tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine.